Je me représente, Frédéric Sarriès, je suis donc directeur du laboratoire de sommeil de l'ICPQ, antérieurement Hôpital Laval. Je suis à ce poste depuis maintenant 36 ans. J'ai une pratique essentiellement de clinique et de recherche, mais exclusivement dans le domaine de l'apnée du sommeil. Donc ce soir, on va parler ensemble de l'hypersomnolence résiduelle sous traitement des apnées obstructives du sommeil. Je ne l'ai pas spécifié, mais je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je voulais juste insister sur le fait que l'hypersomnolence de jour, l'hypersomnolence diurne, est un signe important de l'apnée du sommeil, même sans traitement, à tel point que vous voyez, même dans les livres d'enfants, là je vous rapporte une page d'un conte qui vous rappelle sûrement quelque chose, qui est Le Petit Poucet. Donc j'ai retranscrit intégralement ce qui était dans cette page-là. Donc vous avez l'ogre au milieu, vous avez le petit poucet à gauche et le texte dit « Les enfants, l'entendant approcher, se cachèrent sous un rocher où l'ogre, fatigué, s'endormit. Il se mit à ronfler si fort que tout le pays en tremblait. » Donc vous voyez, quand on voit la description d'un ogre qui a un certain excès de poids, qui s'endort le jour, qui ronfle, ben, certainement que l'ogre faisait de l'apnée du sommeil. Donc c'est très répandu. Puis c'était une espèce de facilité qu'on trouve dans la littérature, même la littérature enfantine, de vouloir associer ronflement à sommeil le jour. C'est une situation qui est tout à fait pathologique, mais vous voyez, on la vulgarise à tel point que dans un conte comme celui du Petit Poucet, ben, c'est rendu comme une situation normale. Donc, vous voyez, on vit avec ça depuis qu'on est tout petit. En ce qui a trait à l'apnée du sommeil, je pense qu'il y a quelque chose qui est important à considérer au niveau des symptômes. On va parler de somnolence diurne résiduelle, mais il faut penser que dans l'apnée du sommeil, la présentation n'est pas que basée sur la somnolence le jour. Et ça, je vous présente les résultats d'une étude relativement extensive publiée en 2014, et ils avaient sur une population donc, de près de 1000 sujets distingué 3 catégories de symptômes dans leur population apnéique. Donc, ce que vous avez en haut, vous avez une population qui était sommeil perturbé, deuxième population qui était peu symptomatique, et la troisième qui était somnolence diurne excessive. Bon, si on prend les pourcentages, vous voyez que somnolence diurne excessive représentait près de 43% de la population, donc la majorité, mais elle n'est pas exclusive. Donc, si on regarde un petit peu les symptômes dans ces différents groupes, vous voyez que dans le groupe qui a sommeil perturbé, ils ont plus tendance à se réveiller de bonne heure, ils ont plus tendance à avoir des réveils répétés au cours de la nuit, de l'agitation nocturne. Mais par contre, si on va sur la portion droite de la toile d'araignée, tout ce qui se passe la nuit, ils n'ont pas de symptômes et ils n'ont pas de somnolence le jour. Okay? Ça, c'était de mon groupe bleu. Les sujets peu symptomatiques, ben, ils sont un petit peu au milieu. Donc, ils n'ont pas trop de problèmes la nuit, ils ne se réveillent pas tant que ça. Il peut y avoir des arrêts respiratoires qui sont observés par l'entourage, mais c'est tout. Puis le jour, ils sont peu symptomatiques de manière générale. Et le troisième groupe, qui sont ceux auxquels on s'intéressera plus aujourd'hui, sont ceux avec une somnolence diurne excessive. Donc, vous voyez que pour ces personnes-là, on a plus de symptômes le jour, comme s'endormir si inactif ou s'endormir involontairement. Et ils ont ou pas des symptômes la nuit, comme avait le groupe avec sommeil perturbé. Donc, c'est bien important de considérer que quand on parle d'apnée du sommeil, ce n'est pas simplement la personne qui s'endort le jour, c'est beaucoup plus que ça. Et quand on fait nos diagnostics, ben, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de somnolence le jour qu'on peut éliminer l'apnée du sommeil. Donc, c'est quelque chose qui est important à considérer. C'est une population assez hétéroclite en termes de présentation clinique. Donc, si on reprend les symptômes dans le groupe qui ont de la somnolence diurne, quels sont les symptômes auxquels ils font penser? Donc, principalement donc, la somnolence diurne. Comment est-ce qu'elle présente cette manifestation diurne? Donc, autant chez l'homme que chez la femme, on parle d'une hypersomnolence, donc une somnolence qui survient lorsque les sujets en général sont peu stimulés. Ce n'est pas une somnolence qui arrive à l'emporte-pièce n'importe quand, c'est quand les sujets n'ont pas d'activité particulière et qu'en général, qu'ils combattent. Donc, ça peut être au début dans des situations qui sont relativement peu stimulantes et monotones. Donc,
Ça peut être au cinéma, ça peut être au théâtre, ça peut être en lisant un livre, mais au fur et à mesure que les symptômes se majorent, ça peut arriver dans des moments où la situation est peu stimulante, mais style la conduite automobile. Donc tout est possible en termes de gradation de sévérité de somnolence. On voit aussi des plaintes qui sont en rapport avec la fatigue. Il n'est pas toujours facile de discriminer entre fatigue et somnolence, si ce n'est que fatigue est plutôt une sensation d'harassement que de trouble de vigilance. Et on avait fait il y a quelques années une étude avec mon collègue Dr Lacasse dans la population apnéique à Québec, et on s'était aperçu que la plainte de fatigue était la première qui était rapportée par les personnes avant le diagnostic de somnolence. Donc, c'est quelque chose de vraiment à considérer, la fatigue en dehors de la tendance à s'endormir le jour. Et autre conséquence, difficultés de concentration qui sont en général en rapport avec les troubles de vigilance. Donc ça, ce sont les symptômes qui sont au diagnostic présents le plus souvent, donc chez l'homme et chez la femme. Par contre, j'insiste sur le fait qu'il peut y avoir des manifestations diurnes chez la femme qui sont plus spécifiques à la femme, donc des maux de tête matinaux, une sensation d'épuisement, de manque d'énergie, une dépression, voire même des troubles menstruels, vous voyez, qui, a priori, peuvent ne pas évoquer un diagnostic d'apnée du sommeil et qui pourtant relèvent de la présence de problèmes d'apnée du sommeil en bonne et due forme, ce qui fait que le diagnostic, dans certains cas, chez la femme, peut être plus difficile à mener ou peut être retardé. Alors, vous l'avez tous rempli, ou si vous ne l'avez pas rempli, vous le remplirez un jour. Quand on parle d'hypersomnolence diurne, on utilise un petit peu partout dans le monde cette échelle qu'on appelle l'échelle d'Epworth, que vous retrouvez ici devant vous, donc qui est un questionnaire simple qui a été mis au point pour quantifier le degré, le risque de s'assoupir ou de s'endormir. Donc, vous avez ici les questions, risque de s'assoupir ou de s'endormir. Pour chacune des situations cliniques que je vais décrire en dessous, la personne doit dire s'il y a 0, aucun risque, 1, un faible risque, 2, un risque modéré, ou 3, un risque élevé de s'assoupir ou s'endormir. Donc, vous voyez, on a 8 situations de la vie courante: lire en position assise, regarder la télévision, assis inactif dans un lieu public, en tant que passager dans un véhicule pour une période d'1 heure sans arrêt, étendu l'après-midi lorsque les circonstances le permettent, assis parlant avec quelqu'un, assis tranquille après un repas sans boisson alcoolisée, ou dans une voiture arrêté quelques minutes à un feu de circulation. Donc, on remplit quel est le score qui est perçu par la personne. C'est important que ce soit la personne elle-même qui remplisse ce questionnaire, et on fait la somme des scores. Et la normale est jusqu'à un score de 10. On dit qu'au-dessus d'un score de 10, on commence à parler de somnolence le jour, mais il faut se méfier de ce genre de questionnaire qui est très pratique, très souvent utilisé, mais il y a des personnes qu'on rencontre en consultation qui n'ont pas intérêt à vous dire qu'ils s'endorment le jour, donc ils vont vous mettre des zéros partout. Je peux vous dire que d'expérience, quand il y a des zéros partout, a priori, il y a quelque chose qui cloche, soit dans la compréhension des questions, soit dans le fait que la personne ne répond pas tout à fait la vérité. À l'inverse, on voit des gens qui répondent, on voit encore des personnes qui répondent avec des 4. Mais 4, ça n'existe pas. Le maximum, c'est 3. Donc, il faut se méfier des réponses à un questionnaire comme ça. Ça a une valeur parce que c'est facile à utiliser, c'est facile de le suivre quand on fait les suivis sous traitement, on le reverra tout à l'heure, mais ça a ses limites. Et une bonne démonstration des limites de ce questionnaire, c'est ce que je vous rapporte ici dans ces résultats. Donc, en fait, c'est une étude qui date un petit peu de 2005, mais que je trouve très parlant. Donc, ici, elle avait été administrée chez des sujets qui étaient référés à une clinique du sommeil. Okay. Donc, on voyait ici, il y avait donc 10 sujets, et vous voyez que les sujets, il y en avait, si on prend mon tableau en haut à gauche, il y avait 10 sujets pour qui l'Epworth était inférieur à 11. Ils avaient pris 11 comme limite normale chez eux, et il y avait 10 sujets qui avaient un Epworth supérieur à 11. Donc, théoriquement, 10 sujets qui avaient une somnolence
et 10 sujets qui n'avaient pas de somnolence. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait passer un test d'Osler. En fait, un test d'Osler, c'est un test objectif pour mesurer la somnolence le jour, c'est-à-dire on mesure la capacité des personnes à résister au sommeil, à ne pas s'endormir. Et ce que vous voyez, c'est que l'Osler était normal chez 4 des 5 sujets qui avaient un Epworth inférieur à 11. Mais ce que vous voyez, que chez les sujets qui avaient un Epworth supérieur à 11, il y en avait 9 qui avaient un Epworth qui était normal, mais il y en avait 6 qui avaient échoué. Donc, ça veut dire que sur les 15 sujets qui avaient une somnolence objective, il y en avait 6 qui déclaraient ne pas avoir de somnolence sur leur Epworth. Donc, il y a un problème en termes de discrimination. La même chose que vous voyez en bas qui était fait sur un simulateur de conduite automobile. Donc, c'est les mêmes sujets. Donc, si on reprend nos sujets qui avaient un score d'Epworth inférieur à 11, donc vous voyez qu'on avait 3 qui avaient un test de simulateur automobile qui était normal, et on en avait 7 qui, sur un simulateur de conduite automobile, ont échoué. Donc, il y avait un risque en termes de conduite au volant, même si leur score d'Epworth était normal. Donc, il faut se méfier de ces scores-là. Ça, c'est l'avantage, sa simplicité. Ça, c'est ses inconvénients. Puis, il faut en être clairement conscient, dans le sens qu'il ne faut jamais se fier uniquement sur un Epworth pour dire en particulier une personne est somnolente ou non. Bon, fait que là, on a parlé un petit peu rapidement des symptômes au niveau de l'apnée. Dès que si on va rentrer dans le sujet du traitement, donc dans le traitement d'apnée du sommeil, les mesures générales, avant de parler de CPAP, de pression positive continue ou autres, mesures générales qui sont vraies dans tous les cas, abstention d'alcool, de narcotiques, traitement de l'insomnie, s'il n'est non contre-indiqué en dehors des formes sévères de l'apnée du sommeil. On indique ça parce qu'il y a quelques années, on considérait que de donner des inducteurs du sommeil ou des benzodiazépines était contre-indiqué dans le cas de l'apnée du sommeil parce que ça risquait d'aggraver les anomalies respiratoires nocturnes. Actuellement, on ne pense pas ça, sauf dans les cas sévères. Il est toujours reconnu qu'il n'y a pas de traitement pharmacologique efficace du syndrome d'apnée du sommeil. Il faut traiter une maladie sous-jacente si elle existe, en particulier une hypothyroïdie, parce qu'elle peut donner des symptômes qui sont proches de l'apnée du sommeil, en particulier sur les troubles de vigilance. Il faut améliorer autant que possible la respiration nasale. C'est une mesure d'appoint, mais qui a son rôle à jouer, on le verra tout à l'heure dans le suivi du traitement. Et la perte de poids est toujours de mise, mais ne doit pas retarder l'initiation d'un traitement supplémentaire s'il y a notion d'urgence au traitement. Donc ça, ce sont les mesures générales. Si on parle spécifiquement du traitement par pression positive continue, le traitement, écoutez, moi j'ai vécu au Québec le début du traitement par pression positive alors qu'on a ouvert le laboratoire à l'UCPQ, on avait les moyens de faire diagnostic, mais il n'existait pas encore de distributeur pour que les personnes puissent se fournir un CPAP. C'était assez pathétique. Et donc, à l'époque, les personnes recevaient une caisse en carton avec un CPAP dedans, et puis il fallait qu'ils lisent la notice et puis qu'ils apprennent à le faire marcher comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Maintenant, on considère que l'éducation thérapeutique, c'est un élément fondamental du traitement et du bon suivi du traitement. Le traitement par pression positive fixe est encore actuellement, on pense, le plus efficace, quel que soit le degré de sévérité de la maladie. Un traitement par pression positive continue automatique est efficace en l'absence de comorbidité ou d'autres circonstances graves autres que l'apnée du sommeil. Par contre, on le verra tout à l'heure, il peut y avoir une efficacité qui peut varier d'un appareil à l'autre. En termes de réglage de la pression positive continue, le réglage manuel demeure la méthode de référence, mais on utilise assez souvent, je dirais en 2021, des méthodes de titration ambulatoires avec des appareils automatiques. Et chose fondamentale, la vérification de l'adhésion, donc le suivi au traitement dans les 2 premières semaines et suivi dans les premiers mois est impératif. Un traitement par pression positive, ce n'est pas un petit comprimé d'aspirine qu'on prescrit, c'est une implication, c'est
quelque chose qui nécessite un choix volontaire et il faut qu'il y ait un support des personnes et qu'on s'assure que tous les outils qu'ils ont en main leur permettent de bien suivre leur traitement. Donc ça, vérification de l'adhésion, c'est, vous allez le voir de toute façon, c'est un des éléments particulièrement importants quand on parle éventuellement de persistance de symptômes sous traitement. Ceci étant, donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la pression positive continue? Alors là, vous avez la version 1990, donc le principe reste le même. Vous avez un compresseur d'air qu'on voit sur la table de chevet ici, qui est relié par un tuyau à un masque qui est fixé de manière étanche sur le nez du patient. À l'époque, vous voyez, ben, c'était encore, on parlait plus de monsieur apnée que madame apnée. Donc ça, c'est 1990. Après, les choses évoluent dans le temps. 2000, vous voyez, déjà c'est mieux, c'est plus gai, la photo est en couleur ou est en noir et blanc. Madame, elle est plus gênée par le fait que monsieur porte son masque qui a eu ses heures de gloire, mais pas très longtemps, parce que c'est un petit peu agressif comme type de masque, mais bon, les choses évoluent. Puis vous voyez, en 2021, ben maintenant c'est monsieur et madame qui sont traités par pression positive continue, tous les deux ensemble, et ils ont en fait chacun leur type de masque. Maintenant, on arrive à avoir des masques qui sont beaucoup plus, on ne dit pas c'est individuel, mais presque. Donc, tous ces éléments-là ont participé au fait que le traitement est plus facilement accessible, acceptable et, je dirais, plus individualisé en termes d'ajustement. Okay? Donc, les effets de la pression positive continue, il y a des effets immédiats. Ça va corriger toutes les anomalies respiratoires du sommeil, ça va corriger les épisodes de manque d'oxygène, ça va corriger la fragmentation, les perturbations du sommeil, ça va corriger les variations de pression artérielle, ça va corriger ce qu'on appelle les variations de l'activité sympathique, parasympathique, donc les perturbations neurovégétatives, comme on dit. Et à moyen ou plus long terme, ça va améliorer la continuité et la qualité du sommeil, améliorer les troubles de vigilance et les troubles de mémoire, réduire possiblement les chiffres de pression artérielle systolique et diastolique, améliorer la fraction d'éjection cardiaque au niveau ventriculaire gauche et améliorer également la sensibilité à l'insuline, donc l'équilibration du diabète. Donc, vous voyez beaucoup d'avantages potentiels de ce traitement. Si on les visualise simplement au cours d'une nuit, ici, je vous représente en haut, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme. Donc, vous avez les différentes phases de sommeil qui sont en haut au cours du temps. Donc, vous avez l'échelle de temps qui est à l'horizontale depuis 24 jusqu'à 6 heures. Donc, on se couche à gauche et on se réveille à droite. Et vous avez la répartition du sommeil selon les différents stades de sommeil. Donc, vous voyez que pour le sujet en haut, ben, il est avec de l'apnée du sommeil non traité. Donc, ce qui se passe, il oscille entre éveil, stade 1, éveil, stade 1, éveil, stade 1. Il ne descend pas dans les phases de sommeil plus profonds comme devrait être les stades 2 ou le stade W, c'est le stade delta. Et il fait les stades REM que vous voyez, il en fait un petit peu de temps en temps. Ça, c'est un sommeil qui est très anormal. Ce même sujet, on le met sous CPAP, c'est le diagramme du bas. Vous voyez la différence immédiate. Il va tomber tout de suite dans les phases de sommeil plus profondes. Il va tomber dans les phases de sommeil delta, qu'il ne faisait pas avant. Il va tomber en stade de sommeil REM, ce que vous voyez avec les barres blanches, et il en fait beaucoup. Je dirais même il en fait beaucoup trop parce que c'est un rebond de ce stade de sommeil vis-à-vis de lequel la personne était probablement en stade de privation. Donc, vous voyez, on a un effet immédiat de la correction de l'architecture du sommeil, sitôt qu'on corrige les anomalies respiratoires avec la pression positive continue. Autre exemple de l'efficacité, donc même chose en haut, un graphique, mais là on est sur la saturation artérielle en oxygène, donc vous voyez les chutes de saturation, l'oxygène qui chute, qui remonte, qui chute, qui remonte, qui chute, qui remonte, qui chute, qui remonte, pendant toute la nuit depuis le coucher jusqu'au lever, et la même personne mise sous pression positive continue à la flèche en A que vous voyez, immédiatement, on a une correction complète des épisodes de manque d'oxygène. Donc, l'efficacité, elle est, sitôt qu'on applique le traitement, elle est présente. Et c'est le seul traitement qui permet d'avoir ce résultat-là immédiat
ce que j'appellerais garantie. Bon, donc on va passer, maintenant qu'on a présenté quand même un petit peu le sujet, parce que je pense qu'on ne pouvait pas arriver trop vite dans les conditions d'une hypersomnolence diurne si on ne parlait pas du traitement lui-même. Donc, dans le reste de la présentation, quand vous verrez dans le titre HRS, donc c'est hypersomnolence résiduelle sous pression positive continue. Donc, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Donc là, je vous présente les résultats d'une étude. Vous avez donc la prévalence, le pourcentage de sujets qui ont une somnolence résiduelle, ce que vous voyez dans la colonne de gauche, et ce que vous voyez donc chez les sujets en général dans la population, c'est en moyenne à peu près 13% de la population apnéique traitée par CPAP qui a une hypersomnolence résiduelle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce pourcentage-là, il tend à être plus élevé chez des personnes qui ont déjà une somnolence diurne au départ. Ces personnes-là, qui ont une somnolence importante au départ, ont tendance à plus à se plaindre de somnolence résiduelle sous traitement. Premier point. Deuxième point, puis ça va être quelque chose qui va être dit, mais on ne peut pas passer à travers d'emblée. Ici, vous avez la prévalence d'hypersomnolence diurne selon le suivi du traitement par pression positive. Normalement, un traitement par pression positive, vous vous couchez le soir, vous mettez votre appareil, vous levez le matin avec votre réveil, vous retirez votre appareil. Donc, ça veut dire que vous l'utilisez a priori plus que 3-4 heures. Là, vous voyez, vous avez la prévalence de somnolence résiduelle dans les groupes qui prennent leur traitement de 3-4 heures, 4 à 5 heures, 5 à 6 heures ou plus de 6 heures. Et ce que vous voyez très bien, c'est que plus le temps d'utilisation de la machine est court, plus il y a de tendance à avoir de somnolence résiduelle. Et la somnolence résiduelle, regardez les barres vertes, elle diminue petit à petit avec l'utilisation du traitement par pression positive continue. Donc, plus de 6 heures, on a à peu près 9% de la population. Et vous voyez que c'est vrai aussi chez les personnes qui ont une somnolence diurne de base sévère. Plus ils prennent leur machine, moins il y a présence de somnolence diurne résiduelle. Donc ça, c'est omniprésent. On va le retrouver dans tous les différents déterminants de la somnolence résiduelle, l'utilisation du traitement. Donc, quelles sont les conditions qui sont associées à une hypersomnolence résiduelle sous traitement? Donc, je le rementionne, mais on va revenir dessus. Une adhérence insuffisante au traitement par pression positive, la persistance d'anomalies respiratoires sous traitement, donc ce qui voudrait dire qu'on a eu une titration de pression positive qui serait inadéquate, la présence de fuite du masque ou de fuite buccale, la présence d'apnée du sommeil, ce qu'on appelle le type complexe, donc pas simplement des obstructions des tissus au niveau de la gorge, mais possiblement des apnées centrales, ou des présences d'hypoventilation, donc de manque d'oxygène et de rétention de gaz carbonique. Ça, ce sont des anomalies persistantes au niveau de la respiration la nuit. Il y a aussi d'autres conditions qui sont particulièrement importantes à reconnaître quand on parle d'hypersomnolence résiduelle. La présence de privation de sommeil ou d'une mauvaise hygiène de sommeil, la présence de dépression, la présence d'autres conditions médicales associées sur lesquelles je m'étendrai un peu plus tard, la prise de médication ou de drogue, incluant la prise de boissons alcoolisées ou la présence d'autres pathologies du sommeil. Toutes ces petites étoiles que je vous mets, c'est ce qu'on appelle les facteurs confondants, c'est-à-dire que ce ne sont pas des facteurs qui sont liés à l'apnée du sommeil comme tel, mais qui peuvent survenir dans n'importe quelle personne dans la population générale, indépendamment de l'apnée. Donc, quand on parle d'hypersomnolence résiduelle d'un sujet apnéique, on part du principe que ces facteurs confondants ont été réglés. Mais, comme vous verrez, ces facteurs-là peuvent prendre une place bien plus importante que les problèmes résiduels d'apnée elle-même sous traitement. Bon, et que là, on va reprendre un petit peu l'influence de la durée du traitement. Là, je vous représente les résultats d'une étude très intéressante où vous voyez donc encore une fois les durées moyennes de traitement que vous avez en haut, donc CPAP per night, donc inférieur à 2, 2 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7 ou plus que 7. Ce que vous avez dans mon premier rectangle vert, c'est le pourcentage de sujets
qui ont un score d'Epworth, donc vous savez le score d'Epworth, normal. Donc, vous voyez que ceux qui utilisent moins de 2 heures par nuit, ben, il y a 36% qui ont un score d'Epworth normal. Puis, vous voyez que plus on augmente notre durée de traitement, donc on va vers la droite, on va jusqu'à 7 heures, ben là, on observe presque 81% des sujets qui ont un score d'Epworth normal. Bon, le FOSC est une autre manière de comptabiliser la somnolence. On a exactement les mêmes résultats. Puis le MWT, c'est équivalent du Osler que je vous ai présenté tantôt. Donc ça, c'est des mesures objectives de somnolence. Et vous voyez, pareil, en termes de mesures objectives de somnolence, 61% des sujets qui prenaient le traitement moins de 2 heures avaient une absence de somnolence objective. Et on arrive à 68% chez ceux qui le prennent plus que 7 heures. Okay? Et si on prend des barres, des barèmes fixes, parce que on le verra tout à l'heure, mais dans les rapports qu'on a des compagnies de pression positive, souvent ils utilisent des seuils de 4 heures et plus. Bon. Et vous voyez, si on utilise plus que 4 heures en termes de score d'Epworth, ben c'est 42% de la population qui va avoir un Epworth normal, donc même pas 50% de la population va avoir un Epworth normal, alors que c'est près de 81% quand ils utilisent 7 heures. La même chose pour le FOSC. Et chose intéressante, c'est si vous prenez la deuxième partie du tableau, donc ça concerne les sujets qui avaient une hypersomnolence au départ, avant traitement. Okay? Et on voit dans ces sujets-là qui avaient une somnolence avant traitement, combien se corrige sous traitement. Ben, vous voyez que là encore une fois, ceux qui prennent leur traitement entre 4 et 5 heures, ben, c'est 12% de la population qui va avoir un Epworth normal, et que ceux qui le prennent 7 heures et plus, ben, c'est 71%. Donc, on retrouve des chiffres qui sont moins élevés que dans la population générale qu'on avait avant, mais on voit encore une fois que le suivi du traitement a un rôle capital pour la bonne réponse au traitement, et que ça, c'est, je pense, c'est le talon d'Achille dans l'évaluation de l'efficacité du traitement par pression positive. Après, vous allez me dire, ben oui, mais c'est normal, plus on dort avec l'appareil, plus on corrige notre sommeil, parce qu'on dort nos heures de sommeil normales avec. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce que le sommeil n'est pas quelque chose d'homogène. Je vous représente ici, ben, tout à l'heure, je vous l'ai présenté en vous parlant de l'effet du CPAP, dans ce qu'on appelle un hypnogramme. Donc, l'hypnogramme, c'est la répartition du sommeil sur les différents stades de sommeil. Donc, on s'endort ici à gauche, et au fur et à mesure que l'heure passe, on va à droite jusqu'à 8 heures de sommeil. Et vous avez les différents stades de sommeil. Donc, éveil est en haut, le stade 1 est juste en dessous, le stade 2 est juste en dessous, et le stade 3 et 4 sont en bas. Donc, quand vous endormez, vous passez de l'éveil au stade 1, au stade 2, au stade 3, 4. Et en début de nuit, vous voyez cette barre rouge, ça c'est le sommeil de rêve, le sommeil paradoxal. Donc, on a un peu de sommeil paradoxal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cycle de sommeil qui dure 90 minutes. Et ces cycles de sommeil vont se répéter toutes les 90 minutes. Mais ce que vous voyez, le cycle de sommeil de fin de nuit, vous voyez tout à droite, on n'a plus de sommeil delta, mais on a beaucoup de sommeil paradoxal. Ce qui fait que si vous arrêtez votre traitement, mettons, à 6 heures du matin, toutes les portions de sommeil paradoxal de fin de nuit, vous ne serez pas traité pendant cette phase de sommeil-là, qui est une phase de sommeil où les anomalies respiratoires sont particulièrement fréquentes. Et ça, je vous en montre un exemple tout de suite. Ça, c'est un résultat d'un examen de sommeil qui vient d'un patient de notre laboratoire. Donc, je ne veux pas vous rentrer dans tous les détails, mais vous voyez en mon carré bleu ici, donc vous avez un index ici, qui est l'index ici sur les paramètres sur les paramètres sur le tableau du bas, vous avez index d'apnée-hypopnée, et vous avez donc le chiffre, là, il est masqué par quelque chose, je vais le baisser, non, je ne sais pas, c'est 24 à l'heure, sauf que ce qu'on voit, c'est que en dessous, vous avez cette même fréquence-là en REM et en non-REM. En REM, on a un index de près de 49 à l'heure.
en non-REM, on a un index de 16 à l'heure. Donc, quand on ne traite pas les anomalies respiratoires dans cette phase de sommeil-là, on va rester avec des anomalies respiratoires sévères. C'est la raison pour laquelle, quand on dit prendre le traitement plus que 4 heures jusqu'à la fin de la nuit, ce n'est pas simplement pour dire on fait tout notre sommeil, c'est tous nos stades de sommeil qu'il faut couvrir sous traitement. Et vous voyez ce qui se passe en termes d'influence de couverture de tous vos stades de sommeil. Ici, vous avez la couverture des différentes phases de sommeil selon des traitements de 4 heures, 5 heures, 7 heures. Vous voyez, à gauche, dans le rectangle orange, quand vous prenez votre traitement 4 heures, ça veut dire que vous couvrez 41% de votre sommeil non-REM et 25% de votre sommeil paradoxal. Si vous arrêtez votre traitement là, vous n'avez traité qu'un quart de votre sommeil paradoxal. À l'inverse, si vous arrivez jusqu'à 7 heures de traitement, vous allez traiter 87% de votre sommeil paradoxal. Et c'est capital parce que cette phase de sommeil-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est une phase de sommeil où il y a le plus d'anomalies respiratoires. Donc, il faut se rendre jusqu'à la fin de la nuit pour arriver à corriger les anomalies respiratoires, y compris dans ces phases de sommeil-là. Et d'autre part, il est capital quand on fait des réglages de CPAP qu'on enregistre cette phase de sommeil-là pour déterminer quel est le niveau de pression qui corrige les anomalies respiratoires dans cette phase de sommeil-là. Okay, ça, bien entendu, on a cette information que lorsqu'on fait les réglages en laboratoire de sommeil. Donc, si on revient aux conditions qui peuvent moduler l'adhérence au traitement par pression positive continue, donc il y a des facteurs personnels, acceptation, motivation, écoutez, c'est primordial. Une personne avec qui je discute de traitement d'apnée du sommeil qui me dit d'emblée, docteur, j'en veux pas de la machine. C'est pas la peine que je lui torde le bras et que ça ira pas plus loin. La démarche doit venir de la personne elle-même. Elle doit comprendre la situation, elle doit l'accepter et ça peut prendre peut-être du temps pour l'accepter. Pour certaines personnes, c'est très difficile de se faire dire vous allez avoir besoin d'un appareil pour le restant de vos jours. C'est une situation qui peut être très difficile psychologiquement à accepter. Je le comprends très bien, mais ça fait partie des déterminants pour une bonne acceptation, un bon suivi du traitement. Deuxièmement, l'amélioration, la correction des symptômes sous traitement. C'est sûr que s'il y a beaucoup de symptômes qui persistent, ce n'est pas un très bon incitatif. Le tabagisme a été rapporté comme étant quelque chose qui entrave un bon suivi du traitement par pression positive. Claustrophobie, vous le comprendrez bien parce que c'est difficile de tolérer un masque sur le nez simplement quand on est claustrophobe. Il y a des facteurs associés au syndrome d'apnée du sommeil lui-même, la sévérité de l'apnée du sommeil, plus les index sont élevés en termes de sévérité. Dans les contextes d'insomnie, c'est sûr que c'est pas forcément facilitant de dormir avec un masque sur le nez quand on a des difficultés pour s'endormir. Et il y a des facteurs liés à l'appareillage. Bon, je l'ai dit d'emblée, l'éducation thérapeutique. Il faut que la personne sache comment marche la machine et qu'on soit sûr qu'elle l'utilise adéquatement. Écoutez, on voit tout. Mon infirmière, encore récemment, me disait qu'elle avait eu un patient en suivi, il portait son masque nasal à l'envers. Il portait son masque à l'envers. Alors, c'est sûr qu'il n'était pas confortable, il ne portait pas bien mais tout se peut. Donc ça fait partie de l'éducation thérapeutique. L'emploi d'un humidificateur chauffant, les machines actuellement utilisent toujours un humidificateur chauffant. Ça n'a pas toujours été le cas. Le type de masque, c'est sûr, écoutez, c'est capital. Souvent, on me dit, docteur, vous me prescrivez quoi comme machine? Je dis, écoutez, moi, je ne vous prescris pas une marque de machine. Ce qui sera plus important, c'est que vous allez trouver un masque avec lequel vous allez être confortable. Il n'y aura pas de fuite qui vous blessera pas, que vous ne sentirez pas. Ça, c'est bien plus important que n'importe quoi d'autre. Donc ça, c'est des éléments importants de l'adhérence au traitement par pression positive continue. Qu'est-ce qu'on regarde? Ça, écoutez, c'est des choses qu'on reçoit tous les jours des compagnies qui nous transmettent les suivis de traitement de nos patients. Donc, exemple d'un type de rapport qu'on peut avoir. Donc, vous voyez ici, en haut, on a le jour d'utilisation. Donc là, les compagnies avaient pris le sacro-saint seuil de 4 heures. J'espère vous avoir convaincu que ce n'est pas suffisant, mais bon, c'est l'information qu'on nous donne.
Vous voyez ici, donc on dit, ben, il a utilisé ou elle a utilisé plus que 4 heures seulement 40% du temps, moins de 4 heures 55% du temps. Donc ça nous dit, l'adhérence, elle n'est pas parfaite. Quand on voit l'utilisation moyenne que vous avez au milieu, donc on a l'utilisation moyenne tous les jours, seulement 3 minutes 25, on va arrondir, ou quand la personne le prend, 3 minutes 35. C'est définitivement insuffisant. Okay. Puis après, en bas, ben, on a les résultats sur les pressions qui sont appliquées, qui sont les résultats sur les index. On a événements par heure de sommeil, qui est la ligne du milieu. Vous avez IAH 6.8, donc la machine analyse qui aurait encore 6.8 anomalies respiratoires à l'heure, ce qui, avec ce type d'appareil, est tout à fait acceptable et normal. Donc ça, c'est des informations qu'on a régulièrement pour nous aider à voir quels sont les éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte pour une hypersomnolence résiduelle. Donc ça, c'est les chiffres globaux. On a aussi les graphiques sur des périodes plus prolongées. Donc là, vous voyez ici le graphique, donc je pense que c'est sur un mois. En vert, c'est les nuits où il y avait plus que 4 heures d'utilisation. Et je pense qu'il est très clair chez cette personne-là, vous voyez qu'il y a peu de nuits où le temps est pris plus que 4 heures, la majorité du temps moins de 4 heures, et avec une grosse variabilité d'une nuit à nuit. Vous voyez qu'il y a des nuits où on est à 1 heure de traitement, et il y a même une nuit où il n'y a pas eu de traitement. Donc, grosse variabilité en termes d'adhérence au traitement. Deuxième graphique avec en jaune au niveau des fuites, ben, en général, c'est quand même relativement bien contrôlé. Ça reste en dedans du seuil normal. La pression a été relativement stable. Puis en bas, en violet, les index d'anomalies respiratoires, ben, vous voyez qu'ils varient. En général, ils peuvent être proches de zéro, mais on a des petites pointes en temps qui peuvent arriver jusqu'à 20 cm d'eau, qui peuvent varier éventuellement selon la survenue de fuite. Donc, vous voyez qu'on a plein d'informations sur ces rapports-là, y compris l'adhérence au traitement et qui nous indique. Puis ça, ben, ça veut dire qu'il faut appeler la personne et dire, OK, c'est quoi le problème? Pourquoi vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Et sur le rapport que je vous ai montré, je vous ai montré des jours où il n'y avait carrément pas de traitement. Je dis, bah, écoutez, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le prendre tout le temps. Ah, peut-être, c'est ce que vous pensez. Ça, écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de simulateurs de conduite automobile. Ben, ça, ici, c'est les résultats d'un sous-simulateur de conduite automobile avec les résultats chez les sujets qui avaient arrêté de prendre leur traitement sous CPAP. Donc ici, vous avez en rouge, en vert, c'est quand les personnes prenaient leur CPAP, okay, et en rouge, c'est quand ils avaient arrêté une nuit de prendre leur CPAP et on leur faisait passer le test le lendemain. Et vous avez ici le nombre d'erreurs d'accident après 30 minutes de conduite automobile, bon, simulé, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes de conduite automobile. Bon, bien entendu, plus le temps de conduite augmente, plus il y a d'accidents, mais vous voyez que pour toutes les durées de simulation de conduite automobile, on a un taux d'accident simulé qui est plus élevé dès qu'on arrête le traitement par pression positive. Donc, ce n'est pas le fait de dire, ouais, je peux m'en passer 3-4 jours, ça va bien aller. Juste une nuit sans CPAP, vous avez des risques immédiats qui réapparaissent. Okay. Donc, on se dit, moi je fais toujours le parallèle avec un diabétique. Un diabétique, est-ce que de temps en temps il se dit, oh aujourd'hui je ne vais pas prendre mon insuline? Jamais. C'est pareil avec un CPAP. Après, on a un traitement, on le prend toutes les nuits, 365 nuits par an. Bon, après, bon, il y a d'autres, il y a plein de paramètres. On parlait des effets secondaires qui peuvent rentrer en ligne de compte dans l'hypersomnolence résiduelle. Ici, des résultats très intéressants. Donc là, vous avez, quand il met RES, c'est présente une somnolence résiduelle plus ou moins, pas de somnolence résiduelle. Est-ce que vous voyez, donc, premier rectangle, ben, en termes d'utilisation, les sujets qui avaient une somnolence avaient tendance à utiliser un peu moins leur machine que ceux qui n'avaient pas de somnolence diurne, mais quand même avec
une adhérence qui était somme toute pas si mauvaise que ça. Par contre, si on regarde les effets secondaires, vous voyez donc la bouche sèche, la sensation d'étouffement, la sensation d'inconfort psychologique, tous ces éléments-là étaient beaucoup plus fréquents chez les sujets qui avaient une somnolence diurne résiduelle que chez les sujets qui n'avaient pas de somnolence résiduelle. Donc, il y a un facteur d'effets secondaires, qui soient psychologiques ou non, qui sont plus importants chez les sujets qui ont une hypersomnolence résiduelle. Et important, la dernière case, la faible acceptabilité de la pression positive par la famille. Vous voyez qu'on est plus du double chez les personnes qui avaient une somnolence résiduelle par rapport à ceux qui n'avaient pas de somnolence résiduelle. Donc le traitement, c'est pas tout de le prendre, mais il faut aussi que on ne soit pas un renégat rejeté, qu'on soit obligé de faire chambre à part et qu'il n'y ait plus de vie familiale du tout parce qu'on porte une machine. Ça fait partie de la vie courante. Et vous voyez que ça a des implications dans toutes les sphères de la vie. Chose importante, c'est, je vous ai parlé donc des facteurs d'adhérence au traitement. Il y a des facteurs généraux. Ici, c'est la même étude de Gaza de 2013, mais qui regardait les caractéristiques des sujets, encore une fois, qui avaient la somnolence résiduelle, donc la colonne de gauche, versus qui n'avaient pas de somnolence résiduelle, la colonne de droite, mais au diagnostic avant d'être traité. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, il y a plus de femmes que d'hommes qui présentent une somnolence résiduelle. Quand on regarde le score de somnolence, vous voyez que ceux qui vont avoir une somnolence résiduelle avaient un score d'Epworth de 14, les autres avaient un score de près de 11. Donc, une somnolence qui tendait à être plus élevée et un score de dépression qui était plus élevé, une plainte de fatigue qui était plus élevée, un score de santé générale qui était moins bon. Donc, il y a un contexte médical global présent avant le traitement qui fait que certaines personnes vont avoir une somnolence résiduelle et qui n'a pas forcément rapport avec le traitement par pression positive continue. Par contre, vous voyez, c'est quand même à remarquer, en termes de sévérité de l'apnée du sommeil, la sévérité semblait être un petit peu moindre dans le groupe qui avait une somnolence résiduelle, mais écoutez, on avait des index qui sont très élevés de toute façon, donc on parle de personnes qui ont l'apnée du sommeil sévère dans tous les cas de figure. Donc vous voyez que la dimension de la somnolence, c'est le traitement par pression positive, mais c'est aussi tout le contexte médical qui va autour. Et ça, c'est très important à considérer. Là, je vais faire un petit... vous pourrez le penser une digression, mais je ne trouve pas, parce que s'il y a une situation médicale pour qui, une catégorie de personnes pour qui le traitement par pression positive est difficile, ce sont les personnes qui ont été victimes de stress post-traumatique. L'incidence d'apnée du sommeil est plus élevée chez ces personnes-là, et vous n'êtes pas sans savoir que c'est des personnes qui ont des troubles du sommeil importants, qui vivent des réminiscences nuit après nuit, qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont des cauchemars, qui ont des sommeils très perturbés et qui, malgré tout, beaucoup ont de l'apnée du sommeil. Et là, je vous montre, par exemple, vous voyez ici, là, donc vous avez des caractéristiques en termes de sommeil. Première colonne, donc ceux qui ont un stress post-traumatique et de l'apnée du sommeil à gauche, ceux qui ont de l'apnée du sommeil toute seule à droite. Bon, la sévérité elle était la même en termes d'index d'apnée-hypopnée, mais vous voyez, en termes d'utilisation de traitement, ceux qui ont un stress post-traumatique, ils prenaient que 53% du temps. Ceux qui avaient de l'apnée du sommeil seul prenaient 78% du temps. L'utilisation moyenne, seulement 2,6 heures chez les patients avec stress post-traumatique, 5,8 heures dans l'autre groupe. L'utilisation moyenne était également plus faible et l'utilisation régulière, pareil. Donc, c'est des sujets qui ont plus de difficultés à prendre leur traitement par CPAP parce qu'ils ont plein d'autres problèmes de sommeil. Mais, malgré tout, regardez ce qui se passe ici. Donc, vous avez l'échelle sur notre gauche, c'est le pourcentage de sujets qui ont des valeurs normales. Donc, valeurs normales, mettons des points inférieurs à 10. Donc, la colonne rouge, c'est le pourcentage de sujets qui ont sous traitement par CPAP, qui ont un EPOS normal, qui ont de l'apnée du sommeil seul et qui sont adhérents au traitement. Ici, c'était 90%.
La colonne suivante, c'est qui ont de l'apnée du sommeil et un stress post-traumatique, ils sont adhérents au traitement. 80% de ces sujets-là normalisent leur Epworth. Par contre, c'est pareil, ceux qui ont de l'apnée du sommeil, qui ne sont pas adhérents, mais seulement 54% avaient un score d'Epworth qui était normal, et on chute dramatiquement, c'est ceux qui sont un stress post-traumatique et de l'apnée du sommeil, eux, bien entendu, leur Epworth reste très, très anormal. Donc, vous voyez que même ces populations qui ont des perturbations du sommeil majeures, non reliées à l'apnée du sommeil, on observe des améliorations très notables. Là, je vous ai parlé de l'Epworth, mais c'est vrai pour le FOSC. Puis, je vais juste brièvement vous montrer d'autres éléments. Ici, on a, donc c'est ce qu'on appelle une méta-analyse sur une cumulée de plusieurs données de la littérature sur l'ensemble des symptômes du stress post-traumatique. Donc, les cauchemars, les réveils, l'insomnie, etc., etc. Regardez notre losange rouge qui est vers la gauche, c'est-à-dire que l'ensemble des études démontrent que de traiter leur apnée du sommeil, on améliore leurs symptômes globaux de syndrome post-traumatique. Ce qui est de leur cauchemar. Ces personnes-là ont des cauchemars vivides qui peuvent être dramatiques, qui peuvent bousiller leur vie. On améliore encore une fois ces caractéristiques au niveau de leurs caractéristiques du sommeil en traitant leur apnée. Donc, vous voyez que ça touche tous les stades et même pour les sujets qui ont des perturbations du sommeil marquées, le fait de traiter, il s'améliore. Et Dieu sait, c'est porter un CPAP chez un vétéran, je peux vous dire que ce n'est pas forcément une chose facile. Bon, fait que là, le traitement par pression positive, on en a parlé. Quelles sont les choses auxquelles il faut penser, donc, s'il persiste l'hypersomnolence diurne sous traitement. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des facteurs confondants. On va commencer par ceux-là. Les facteurs métaboliques. Est-ce qu'il y a une hypothyroïdie? Est-ce qu'il y a un diabète? Est-ce qu'il y a une anémie? Est-ce qu'il y a des problèmes neurologiques? On parle de traumatisme crânien. Les antécédents de trauma crânien vont donner de la somnolence. Est-ce qu'il y a une maladie de Parkinson? Est-ce qu'il y a des dystrophies musculaires? Est-ce qu'il y a des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux? Est-ce qu'il y a la fibromyalgie qui perturbe aussi le sommeil? Les facteurs de dépression, vous vous souvenez, je vous ai montré une diapositive où il y avait des facteurs de dépression qui étaient de base plus marqués chez les sujets qui allaient avoir une hypersomnolence résiduelle de sommeil. La mauvaise hygiène de sommeil, écoutez, quelqu'un qui se couche à 1-2 heures du matin ou qui dort 3 heures, ben, il peut bien prendre son CPAP, mais ça n'empêchera pas les conséquences le jour. Donc, hygiène du sommeil à corriger pour obtenir de meilleurs résultats. Bien entendu, corriger les autres troubles du sommeil, donc on parle en particulier des mouvements périodiques des jambes ou de la narcolepsie, et toutes les causes médicamenteuses, parce que, écoutez, des personnes qui prennent une pharmacie entière le jour, on se demande comment est-ce qu'ils arrivent encore à nous parler, on voit ça tous les jours. Donc, il y a aussi des effets iatrogènes des médications qu'on donne. Donc ça, c'est tous les facteurs confondants qui doivent être pris en considération à part entière, en dehors du traitement par pression positive. Bon, correction des facteurs interférents avec l'adhérence au traitement par pression positive. J'ai une petite diapositive là-dessus, si-toi après. Retitration de pression positive. Bon, si on a un rapport de pression positive qui n'est pas adéquat, on va refaire une titration. Mais à ce moment-là, on fera une titration en laboratoire de sommeil et éventuellement, on peut être amené à changer un traitement avec un appareil à pression variable pour le mettre en appareil à pression fixe. Le changement de type de traitement, je vous ai parlé tantôt d'apnée complexe ou d'hypoventilation, ce sont des cas où la pression positive seule ne suffit pas. Il faut corriger d'autres types d'anomalies, des apnées centrales ou des manques d'oxygène la nuit. Et à ce moment-là, il faut aller vers d'autres types d'appareils. Et éventuellement, vous voyez qu'il est tout en bas de la page parce qu'il y a plein d'autres choses à passer à travers avant les traitements avec des stimulants de l'éveil. Donc, juste, bon, tout ce qui est facteurs confondants, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est un cours de médecine, mais les corrections des facteurs interférents avec l'adhérence au traitement. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, premier point, est-ce qu'il y a une rhinite? C'est sûr que quand vous avez le nez bouché, porter un CPAP, ce n'est pas très, très facile. Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'il y a des lésions cutanées? Est-ce qu'il y a une conjonctivite? Est-ce qu'il y a le bruit? Donc là, il faut regarder, changer de masque. Il y a un problème de masque qui fait que le traitement n'est pas adéquat.
Est-ce qu'il y a, troisièmement, est-ce qu'il y a une sécheresse buccale? Bon, sécheresse buccale, oui. Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce que le système d'humidification chauffante est efficace? Est-ce qu'il marche? Quatrièmement, est-ce qu'il y a une absence d'amélioration? Ben, c'était toutes les conditions associées que je vous ai mentionnées plus haut. Perte involontaire ou retrait involontaire, on devrait dire, du masque au cours de la nuit. Ben, faut rechercher toutes les conditions 1 à 4. Tout ce qui est anxiété, phobie, claustrophobie, ben là, on est dans les traitements de désensibilisation, de psychothérapie. Pareil pour ce qui est de l'impact négatif social, je veux dire, s'il y a une non-acceptabilité de la personne ou de son entourage, il faut régler cette problématique-là. Des problèmes autres, parce que quand on est avec un traitement pour pression positive, l'air peut ne pas prendre la bonne direction, il peut aller dans l'estomac, donc ça peut créer des douleurs abdominales, ça peut créer des sensations de difficulté respiratoire, ça peut créer de l'aérophagie. Donc ça, en général, faut voir, il peut y avoir des relâchements expiratoires qu'on peut donner. Il faut jouer aussi au niveau des types de masques ou de l'humidification. Et s'il y a des problèmes répétés ou au niveau des sinus, ou au niveau oculaire, ou au niveau des oreilles, éventuellement prendre un avis en ORL. Donc, vous voyez, on dépasse très largement le simple fait de dire ouais, je suis somnolent, je vais prendre un stimulant d'éveil. Il y a plein de choses à regarder avant ça. Je vous parlais de retitration de pression positive très brièvement, là, une étude qu'on avait complétée en 2008. Ça, c'était une étude où on avait regardé chez les cas individuels. On va prendre le petit schéma de droite. Donc là, vous avez la pression qui est recommandée quand on fait une autotitration. Quand on fait un prescrit, un CPAP, vous déterminez quel niveau de pression on donne. Donc en général, on peut utiliser des appareils automatiques pour déterminer quel est ce niveau-là. Nous, on avait regardé chez les sujets le niveau donné par 3 appareils différents, l'Auto7, Remstar et GK420. Le niveau moyen entre les 3 machines était le même, mais regardez la variabilité. On a des sujets, on avait jusqu'à 4 à 8 cm d'eau de différence de manière individuelle. Donc, d'une machine à l'autre, on peut avoir des très grandes variations en termes des niveaux de pression indiqués comme efficaces. Donc, vous comprenez que vous n'êtes pas toujours traité avec la même machine qui vous a servi pour faire le réglage. Puis, c'est des choses qui sont importantes à considérer. Ces appareils-là sont très intelligents, sont très utiles, mais ils ont chacun leur spécificité. Puis, il faut savoir lesquels et éventuellement les remettre en question. Bon, quand même parler un peu des stimulants, parce que dire j'ai été long à y arriver, mais parce qu'à mon avis, c'est pas la solution dans la plupart des cas. Donc, le traitement reconnu au Québec, c'est l'Alertec, le modafinil. Et vous avez ici donc des résultats obtenus sous modafinil avec l'Epworth. Donc, vous avez de base ou sous placebo après 1 semaine et 4 semaines. Et vous voyez donc les colonnes bleues qu'on a une diminution progressive du score d'Epworth sous traitement avec modafinil, avec on baissait en moyenne l'Epworth de 5,7 à 1 semaine, de 6,6 à 4 semaines. Le pourcentage de sujets qui corrigeaient leur somnolence d'après le score d'Epworth, vous voyez, c'était 58% à semaine 1 et 69% à la semaine 4. Ces résultats sont à prendre une petite réserve parce que dans cette étude-là, il n'y avait pas vraiment de titration, c'est-à-dire on donnait une posologie, on restait à cette posologie. Normalement, avec l'Alertec comme avec les autres stimulants d'éveil comme le Ritalin, on fait un réglage individuel, c'est-à-dire qu'on peut moduler la posologie pour l'ajuster en fonction des symptômes perçus par la personne. Donc, oui, ça existe. Ce sont des médications qui ont une courte durée d'action. En général, c'est un 3-4 heures de durée d'action. On peut donc avoir à en prendre 1 à 2 fois par jour selon les circonstances de la vie quotidienne. Okay. Bon, mais je voudrais quand même finir par les autres traitements que la pression positive continue, parce que la pression positive, c'est beau, mais ce n'est pas tout dans la vie d'un sujet apnéique. Donc, très rapidement, ce qu'on appelle prévention du vol liquidien. Quand on est dans la journée, on accumule de l'eau dans nos jambes.
quand on se couche, cette eau remonte dans notre corps et elle va se redistribuer en particulier au niveau de notre gorge et ça va faire que la gorge va se fermer en partie. Donc, si on prévient ce qu'on appelle le vol liquidien, donc le retour d'eau vers la portion supérieure du corps, ben, on va diminuer notre apnée. Donc, exemple, je vous montre ici à gauche l'effet du port de bas de contention. Donc, le port de bas de contention pendant le jour, vous voyez que rien que ça, on réduit la sévérité de notre apnée du sommeil. On ne la normalise pas, mais on le diminue. L'activité physique, c'est la même chose. Ici, vous avez les effets c'était un mois avec 15 minutes de marche par jour, simplement. Et vous avez l'index d'apnée-hypopnée avant, après. Donc, vous voyez que dans tous les cas de figure, là aussi, on réduit la sévérité de votre apnée du sommeil. Donc, ces stratégies-là vont diminuer la sévérité de votre apnée indépendamment de tout autre traitement. La perte de poids, bon ça on vous le dit, on vous le redit, oui, mais veut pas, à moyen et long terme, ça fait partie du traitement. Vous avez ici le changement à gauche, dans le panel de gauche, le changement de l'index d'apnée-hypopnée après 12 mois, quand vous n'avez pas perdu de poids, entre 0 à 5 kg, 5 à 15 kg ou plus de 15 kg. Vous voyez qu'on réduit l'index d'apnée-hypopnée jusqu'à 7-8 quand on perd 15 kg. Le pourcentage de sujets qui ont encore de l'apnée du sommeil quand ils ont perdu 15 kilos est de moins de 20%. Donc, la perte de poids est efficace. Personne ne dit que c'est facile, mais ça doit faire partie des stratégies de traitement au même titre que le traitement par pression positive continue à moyen ou long terme. La chirurgie, bon là je présente à la blague les chirurgies par laser, mais les chirurgies par laser sont contre-indiquées chez les personnes qui font de l'apnée du sommeil. Mais s'il y a des anomalies, des voies aériennes importantes, s'il y a une hypertrophie amygdalienne en particulier qui est importante, bah, c'est important à considérer parce qu'en soi-même, ça peut corriger l'apnée ou permettre d'appliquer des niveaux de pression beaucoup plus bas s'il y a un traitement par pression positive. Donc, ça aussi, éventuellement, est à considérer. Les orthèses d'avancée mandibulaire, ça c'est quand même quelque chose qui s'est développé de manière assez importante dans les dernières années. Ce n'est pas à rajouter au traitement par pression positive, c'est en remplacement. Et écoutez, c'est un traitement qui ne se compare pas parce qu'on a un appareil dentaire en bouche au lieu d'avoir un masque avec un tuyau relié à un compresseur. Par contre, ben, l'efficacité, elle n'est pas garantie. Contrairement au CPAP, ça ne peut pas s'essayer et ce n'est pas plus remboursé que le CPAP, mais ça coûte à peu près 2 fois le prix qu'un CPAP. Donc, ça, c'est un inconvénient aussi, mais il faut savoir que c'est reconnu qu'il peut y avoir des très bons résultats et que ça ne doit pas être rejeté du revers de la main. Ça, les experts musiciens sauront ce que c'est. Donc, c'est un didgeridoo. Donc, pourquoi je vous présente ça? C'est parce que didgeridoo est un instrument qui demande une stratégie de respiration extrêmement particulière, ce qu'on appelle la respiration circulaire. Et ce type de respiration entraîne une rééducation des muscles de la gorge. Il a été démontré que les personnes qui jouent du didgeridoo, leur apnée du sommeil diminue parce qu'en fait, ils font une rééducation musculaire et il y a plusieurs programmes qui sont développés et on voit apparaître actuellement des appareils sur le marché qui sont à visée de rééducation musculaire. Ça ne remplacera pas le CPAP chez tout le monde, mais ça pourrait devenir une option supplémentaire, la rééducation des muscles des voies aériennes supérieures. Donc, pour faire un bilan global, j'espère vous avoir convaincu que l'hypersomnolence résiduelle, c'est quelque chose qui est multifactoriel. On a l'apnée du sommeil en haut, en rouge, oui, mais on a tout ce qui est troubles de l'humeur, les prises de médication, les conditions neurologiques, les conditions métaboliques, toutes les pathologies du sommeil, l'hygiène de sommeil qui vont rentrer en ligne de compte et que ce n'est pas simplement de modifier un petit peu une pression ou de donner une petite pilule qui peut corriger le problème. Seul, il faut prendre la problématique dans son ensemble. C'est pour ça que de corriger un problème de somnolence résiduelle, ce traitement, c'est une approche qui peut ne pas se faire en une seule visite de contrôle. Ça demande
d'une part, une bonne étude, une bonne compréhension du traitement par pression positive, mais ça demande aussi la collaboration pleine et entière des médecins de famille, parce qu'il y a des choses, le pneumologue ne peut pas prendre ça entièrement à sa charge. Donc, ça fait le tour. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos interrogations et je serai heureux de répondre à vos questions.